Premièrement, je tiens à remercier la PAL pour cette opportunité afin de présenter mes premiers pas dans la pneumologie interventionnelle dans notre pays. Donc, on va commencer par une petite introduction, quelques définitions, quels sont les moyens qui sont disponibles à notre niveau et quelles sont les indications les plus fréquentes. Et on va terminer par des cas cliniques, Inch'Allah. Donc, la pneumologie interventionnelle est une sous-spécialité en progression grâce à l'utilisation croissante des bronchoscopes souples et rigides par les pneumologues interventionnels. La pneumologie interventionnelle s'est développée dans deux techniques, c'est la bronchoscopie et la thoracoscopie. Les premiers pas de ces deux techniques remontent au 19e siècle et l'arrivée de laser médical en 1980 avec les prothèses en silicone de Dumont en 1900, l'arrivée de laser médical en 1978 avec les prothèses de Dumont en 1980 ont permis le développement de la bronchoscopie interventionnelle. Donc la pneumologie interventionnelle se définit comme l'ensemble des techniques bronchoscopiques et thoracoscopiques utilisées pour traiter des pathologies intrathoraciques, à savoir le bronchoscope rigide pour le debulking, pour la mise en place des prothèses, la dilatation pneumatique, les différentes techniques thermiques, à savoir le laser, la cryo, l'électrocauterie et la brachythérapie. Donc cette définition a été publiée dans le New England Journal of Medicine en 2001. Donc généralement, les différentes procédures bronchoscopiques sont divisées en trois classes. Il y a le basic diagnostic pour toute c'est-à-dire exploration endobronchique, à savoir les biopsies endobronchiques, les biopsies transbronchiques, les brossages bronchiques, le lavage broncho-alvéolaire. Et une technique a été abandonnée, c'est les biopsies transbronchiques des adénopathies avec l'utilisation de la pince de Young, qui a été abandonnée malheureusement dans nos hôpitaux. Deuxième classe, c'est les différentes techniques pour le diagnostic avancé, à savoir l'INIA-RIBUS pour l'exploration des adénopathies médiastinales et hilaires et pour même les biopsies des masses paratrachiales, le radialibus pour l'exploration des nodules en plein parenchyme et périphérique. Et il y a aussi c'est-à-dire on utilise le radialibus généralement avec le système navigateur pour bien localiser le nodule ou la masse périphérique. Et il y a aussi la cryobiopsie, soit les cryobiopsies dans les adénopathies médiastinales, si on a besoin de matériel pour, c'est-à-dire l'étude l'immunohistologique et la biologie moléculaire ou la BDL1. Et il y a la cryobiopsie aussi dans les adénopathies, dans les biopsies des PID périphériques. Donc, le troisième classe, c'est le classe thérapeutique avancé, comme on a dit, c'est le rigide bronchoscope, c'est la mise en place des prothèses, c'est les différentes techniques thermiques, c'est la mise en place des valves dans les branches, c'est comme c'est-à-dire dans les cas des fistules bronchopleurales, c'est la mise en place des spigots, les valves dans les poumons, dans l'emphysème aussi pulmonaire. Et il y a aussi la thermoplastie bronchique pour l'asthme sévère. Donc la pneumologie interventionnelle s'est divisée en deux. Il y a un but diagnostique et un but thérapeutique. Donc on va aborder cette question, le but thérapeutique. Donc nos moyens disponibles actuellement, c'est le bronchoscope rigide, c'est l'électrocauterie ou la thermocoag, c'est la coagulation par l'argoplasma et prospectivement, prochainement, Inch'Allah, on aura la cryothérapie, les prothèses ou pourquoi pas le laser. Donc le premier moyen thérapeutique, c'est la bronchoscopie rigide. Donc c'est l'instrument thérapeutique de choix dans les traitements des voies respiratoires. Donc le bronchoscope rigide, il est constitué de trois éléments. Il y a le tube métallique qui est soit bronchorigide ou trachéorigide. Bronchorigide, c'est un tube qui fait 33 jusqu'à 43 cm avec un diamètre varié entre 4,5 et 14 mm avec dans la partie distale qu'on voit en bas les orifices qui assurent la ventilation. Donc si on intube le patient et on explore l'arc bronchique droit, on peut avec ces orifices, on ventile le reste de poumon. Le trachéorigide, c'est un tube métallique aussi, mais il est moins court. Donc il n'y a pas de ces orifices de ventilation. Deuxième élément, c'est le bridge. Donc c'est une pièce indépendante. C'est une pièce indépendante, donc on l'appelle aussi multifunction head. Il assure c'est-à-dire la ventilation et l'instrumentation dans les voies aériennes. Donc il comporte une partie distale, donc la partie distale,
Donc la partie ici, la partie distale ici, on peut l'attacher avec la trachéorigide. La partie, le port ici latéral, on peut ventiler le patient avec le système respirateur. Et là, ici, cette port, c'est pour insérer les sondes souples. Les sondes de l'électrocauterie, de la cryo. Donc. Et cette partie, c'est la partie proximale. On peut insérer les pinces pour les corps étrangers, les pinces rigides. On peut insérer notre bronchoscope thérapeutique à travers le bronchoscope rigide. Et on peut aussi introduire le télescope rigide. Donc le télescope avec la tête caméra, avec la source de lumière, on peut assurer la visualisation dans l'arc bronchique, dans l'exploration de l'arc bronchique. Donc il y a plusieurs tailles, donc tout dépend de l'indication. Tout dépend, il y a plusieurs tailles de diamètre, donc tout dépend de l'indication, tout dépend le sexe, tout dépend de l'âge. On utilise le diamètre qu'il faut. Donc le bronchoscope rigide, avec le bronchoscope rigide, on n'a pas besoin d'une sonde d'intubation. C'est un tube qui permet, c'est-à-dire on peut intuber le malade avec le rigide. On peut explorer les voies aériennes centrales, c'est-à-dire la trachée, les branches souches droite et gauche, et jusqu'à le tronc intermédiaire et jusqu'à le début des orifices lobaires inférieurs. Par sa rigidité, on peut réséquer mécaniquement les tumeurs endobronchiques, et par le tamponnement, l'effet de tamponnement, on peut assurer une bonne hémostase sur le site de lésion. Donc à travers le rigide, on peut insérer des instruments comme on peut des instruments thérapeutiques, comme on peut insérer une sonde d'aspiration, la sonde d'aspiration pour aspirer s'il y a un saignement important et tout. Et on peut glisser aussi les prothèses endobronchiques. Donc les indications de rigide. Donc elle est indiquée surtout dans les obstructions des voies aériennes centrales, dans les compressions extrinsèques pour mettre en place des prothèses, dans la prise en charge d'hémoptysie massive, dans les corps étrangers complexes, c'est-à-dire anciens, avec la constitution des granulomes inflammatoires qui empêchent l'extraction des corps étrangers. Et elle est indiquée aussi s'il y a un risque hémorragique important, s'il y a un bourgeon hypervascularisé en surface, c'est-à-dire on met le rigide, à travers le rigide, on introduit le bronchoscope souple. S'il y a un saignement, on peut utiliser les différents instruments thérapeutiques. Donc, il y a des principes et techniques pour intuber le patient par le rigide. Ce n'est pas comme le bronchoscope souple. Donc, il y a une position adéquate. Il y a une collaboration avec le réanimateur, surtout. C'est-à-dire dans l'intubation. Et il y a, comme on voit ici, il y a 3 axes. Il y a l'axe oral, buccal, il y a l'axe pharyngé et l'axe laryngé et pharyngé. Donc on met un bio sur la tête pour aligner les 2 axes, pharyngé et laryngé. Et après on met le patient en position, on met la tête du patient en hyperextension pour rapprocher les 2 lignes. Pharyngé et laryngé, c'est-à-dire à la ligne buccale. Donc l'intubation, ça demande une position bien précise. Donc si on intube le patient, donc le patient il est sédaté, donc on doit aspirer les sécrétions, aspirer les sécrétions buccales. On commence après à avoir une saturation correcte à 100%. On introduit le bronchoscope rigide perpendiculairement jusqu'à la visualisation de la luette. Après, on incline le rigide 45 degrés jusqu'à la visualisation de l'épiglotte. Après, on charge l'épiglotte et on pousse le bronchoscope doucement jusqu'à voir, c'est-à-dire les cordes vocales et la commissure antérieure et postérieure. Après, on tourne l'extrémité inférieure, le pec de bronchoscope à 90 degrés pour charger les cordes vocales droite ou gauche. Et dès qu'on est dans la branche, dès qu'on intube le patient, donc on met le bronchoscope dans l'axe de la trachée et après, rapidement, on ventile le patient. Donc, deuxième moyen, c'est la thermocoagulation haute fréquence. C'est une dérivée de l'électrocoagulation. On utilise une sonde monopolaire. On applique un courant à haute fréquence pour réchauffer les tissus, les lésions cibles, avec entre 70 à 100 degrés. Donc, on utilise généralement des sondes souples ou des sondes rigides. Tout dépend le bronchoscope utilisé, rigide ou souple. Il y a plusieurs modes ici. Dans la coag, par exemple, il y a le mode soft, il y a le mode forced. Le mode soft, on l'utilise dans la trachée,
une bourgeon atteinte au niveau de la trachée, dans les cas des sténoses. Donc la thermocoag, elle est indiquée dans le traitement des carcinomes in situ non circonférentiels, puisque l'utilisation de la thermocoag de manière circonférentielle, ça entraîne des sténoses après le geste. Elle est indiquée la thermocoag dans les risques, c'est un risque hémorragique important, dans l'hypervascularisation en surface du bourgeon. Donc on l'utilise afin de déshydrater la tumeur avant de faire le debulking ou après le debulking dans la base d'implantation. Donc c'est une méthode simple, rapide, mais elle a des effets secondaires, elle a des complications si on l'utilise mal. Donc les sténoses bronchiques, le risque de perforation bronchique ou le risque de brûler les bronches. Si il n'y a pas de communication étroite avec le réanimateur, donc on peut, c'est-à-dire avec l'oxygène, avec le courant électrique, on peut faire des complications en type de brûlure, des brûles au niveau des branches. Donc c'est pour ça qu'on demande aux patients, on demande aux réanimateurs d'avoir une FiO2 inférieure à 40%. La coagulation par argon-plasma, c'est un jet de gaz d'argon dirigé vers la lésion cible au moyen d'une sonde souple, donc ionisée par un courant électrique. Donc l'ionisation se propage alors à travers le gaz argon et entraîne la coagulation. Les caractéristiques de l'argon-plasma, donc ça ne nécessite pas un contact direct avec la lésion. Il y a une distance entre 3 à 10 mm, c'est-à-dire il n'y a pas de contact direct comme la thermocoag. La thermocoag, il y a un contact direct. L'action de l'argon-plasma, c'est une action superficielle, mais avec une superficie plus large. Donc elle est indiquée pour assurer, c'est-à-dire en cas de saignement, pour avoir une bonne hémostase. Elle est indiquée dans la désobstruction des voies aériennes centrales. Elle est indiquée aussi dans quelques fistules, des petites fistules trachéo-œsophagiennes. Donc il y a des mesures préventives dans l'utilisation des différentes techniques thermiques, à savoir, c'est-à-dire la FiO2, elle doit être inférieure à 40%. Donc on doit demander au réanimateur déjà dans le moment le geste, c'est-à-dire de crier une apnée si le malade il est branché avec le respirateur, ou de travailler durant l'expiration si le malade il garde une respiration spontanée durant le geste. Les indications. Donc, les indications, il y a les obstructions bénignes des voies aériennes centrales. Donc, ce sont d'origine bénigne. Il y a des étiologies variées. Il y a soit d'origine iatrogène, inflammatoire, infectieuse. Donc, la prise en charge de ces patients dépend de la lésion et dépend aussi de patients, du type de lésion aussi. Donc, l'étiologie la plus fréquente de l'hépatologie bénigne, c'est... il y a une classification, pardon. Il y a une classification dans les obstructions bénignes des voies aériennes. La classification la plus simple, c'est il y a deux, soit une obstruction simple, avec longueur de la sténose moins de 1 cm, et il n'y a pas d'atteinte de cartilage sous-jacent, c'est-à-dire il n'y a pas de trachéomalacie ou bronchomalacie. C'est une sténose simple, de moins de 1 cm, sténose courte. Et il y a les sténoses complexes. Les sténoses complexes, c'est les sténoses plus de 1 cm avec atteinte de cartilage. Généralement, les sténoses simples, ça relève de la pneumologie interventionnelle. Par contre, les sténoses complexes, ça relève de la chirurgie thoracique, sauf si le patient il a une comorbidité ou il a une contre-indication. À ce moment-là, il y a l'indication de mettre des prothèses, et de dilater, de mettre des prothèses endobronchiques. Il y a une autre classification complète, qui comporte plusieurs facteurs. Il y a des sténoses structurelles, c'est-à-dire il y a une anomalie anatomique, comme ici, c'est par la présence d'un bourgeon intraluminal. Deuxième, c'est des compressions extrinsèques. Troisième type, c'est des sténoses par distorsion. Et quatrième type, c'est sténose cicatricielle. Il y a des sténoses dynamiques fonctionnelles, c'est-à-dire une anomalie fonctionnelle dans l'arc bronchique. Soit c'est la réponse excessive, le prolapsus dynamique excessif de la paroi postérieure de la paroi postérieure de la trachée, soit une anomalie dans les parois de cartilage. Ça donne un aspect d'amphore de sabre. Il y a des sténoses selon le type de transition. Soit transition rapide, sténose rapide, soit c'est une sténose étalée sur une longueur d'arc bronchique. Il y a aussi une autre classification selon le degré de la sténose. Grade 1 jusqu'à 25%, grade 2 jusqu'à 50%, grade 3 75%, grade 4 90% et grade 5 c'est une sténose complète.
Donc on voit ici comme lésion endobronchique, lésion endobronchique, il y a un bourgeon endobronchique. Ici par distorsion, ici par un aspect de compression extrinsèque. Ça, c'est une sténose cicatricielle. Et ça, c'est une sténose par atteinte de cartilage, de paroi latérale de cartilage. Ça, c'est une prolapsus excessive de la paroi postérieure de la membrane trachéale. Et ça, c'est une sténose en diaphragme courte. On le voit surtout dans les intubations prolongées. Et le dernier cas, c'est une sténose étalée avec une longueur un peu importante. Donc, parmi les étiologies, donc on a les sténoses trachéales post-intubation. On voit cette complication, surtout si le malade il est intubé plus de 7 jours et avec un gonflement de ballonnet de la sonde d'intubation plus de 20 cm d'eau. Donc, par contre, les sténoses trachéales post-trachéotomie, on le voit chez les patients trachéotomisés. Donc ça, c'est une patiente âgée de 34 ans, elle est de Constantine, elle était intubée pendant 14 jours, donc elle a une sténose courte, excentrique, c'est-à-dire dans la trachée cervicale. Donc elle a une symptomatologie respiratoire, à savoir un stélidore. La spirométrie montre un aspect aplatissement, un aspect de compression extrathoracique fixe, avec aplatissement de la courbe à l'inspiration et à l'expiration. Après le geste, après la thermocoag, après la dilatation avec la thermocoag, l'instillation de la méthomycine aussi dans l'arc bronchique et la dilatation mécanique par le rigide. Donc on a pu, c'est-à-dire la courbe elle est devenue avec une expiration prolongée, courbe ferme et tout. Donc spirométrie est revenue normale. C'est une patiente âgée de 24 ans. Elle a été opérée pour thyroïdectomie il y a 2 ans. Et après, durant la période de la réanimation, elle a fait une brèche au niveau de la trachée. Elle a compliqué par un pneumomédiastin. Et après, les réanimateurs ils étaient obligés de mettre une trachéotomie. Donc, et depuis 2 ans, donc, elle développe une sténose. Ça, c'est une sténose complète de la trachée. On voit ici la canule de la trachéotomie, on voit la sténose ici. Donc ça, c'est après la dilatation, on a pu voir la sonde de la trachéotomie à travers notre bronchoscope. Et donc, c'est une patiente qui reste en collaboration avec les médecins ORL pour terminer la prise en charge de cette patiente. Donc, parmi les causes, il y a les causes chimiques, soit des gaz caustiques ou des causes thermiques de l'obstruction. Il y a des causes, des maladies inflammatoires et systémiques, à savoir les processus cartilagineux, soit les polychondrites récurrentes, soit il y a les processus cartilagineux, le processus granulomateux, et il y a les processus infiltratifs comme l'amylose trachéobronchique. Donc les causes cartilagineuses, c'est le polychondrite récurrent qui touche surtout toutes les parties cartilagineuses, à savoir les yeux, l'air, l'œil, le nez, le cartilage et toutes les articulations. Ça donne généralement une sténose par trachéomalacie. Donc le deuxième cause, c'est les trachéobronchopathie, ostéochondroplastie. C'est des dépôts calciques au niveau de la trachée. Ce sont des patients qui font des infections à répétition généralement. Donc, les causes cartilagineuses, le granulomateux, c'est la sarcoïdose et la granulomateuse avec polyangite. Les causes, donc on a dit l'amylose trachéobronchique. Il y a les causes infectieuses, donc c'est la tuberculose qui touche surtout les branches lobaires et les branches souches. Donc c'est une patiente dans le cadre d'exploration d'une condensation parenchymateuse de lobe supérieur gauche. On a trouvé cette sténose sous-glottique et la biopsie d'Xérès était en faveur d'une tuberculose. Ça, c'est une infection. Ça, c'était un granulon, c'était un bourgeon. Et donc, c'est un bourgeon mobile. C'est un bourgeon mobile obstruant le segment ventral de lobe supérieur droit. Donc, les biopsies, comme il était mobile, le bourgeon, la biopsie n'était pas bien faite. Donc, ils m'ont adressé pour une biopsie d'Xérès. Donc, ça, c'est après le geste. Et c'était une infection fongique.
Il y a les papillomateuses respiratoires récurrentes, c'est une infection due au virus HPV type 6 et type 11. C'est une infection récurrente. Ça, c'est un cas d'une patiente, elle fait aussi une sténose. Elle fait une sténose aussi bronchique. On a dilaté et on a instillé aussi la mitomycine afin de prévenir les récidives. Parmi les causes aussi bénignes, il y a les post-transplantation de pulmonaires. Malheureusement, il n'y a pas dans notre pays. Donc, c'est-à-dire la sténose, ça se développe comme toute anastomose, c'est-à-dire anastomose bronchique ou vasculaire, ça développe les sténoses au niveau de l'anastomose. Donc, et aussi, on a eu un cas il y a 3 jours pour un cas d'une patiente âgée de 57 ans. Donc elle a été opérée avec sleeve resection, c'est-à-dire lobectomie avec anastomose de tronc intermédiaire avec la branche droite. Et après, elle a développé une sténose au niveau de l'anastomose, donc une obstruction totale de la branche souche au niveau du site de l'anastomose. Et on a dilaté, on a pu libérer, c'est-à-dire le poumon droit. Si on a de la cryothérapie, on peut coupler avec la thermocoague pour bien soulager aussi le patient. Ça, c'est un cas d'une tumeur bénigne. C'est un bourgeon qui obstrue le tronc intermédiaire, obstrue totalement le tronc intermédiaire. C'est une lésion intrabronchique. Donc, il reste 8 minutes. Intrabronchique. Donc, on a fait la résection. On a fait la résection. Donc, la base d'implantation, elle paraît comme sur la paroi interne du tronc intermédiaire. Ici, quand on a fait la résection, donc on a pu libérer le tronc intermédiaire, mais le bourgeon, il est venu de lobe moyen. Donc, avec la thermocoague, avec la coagulation forcée, on a pu libérer aussi les 2 orifices segmentaires de la branche lobaire moyen. Et c'est un cas d'un mitochondriome endobronchique. Ça, c'est des lésions histologiques. Donc, le deuxième chapitre, c'est les obstructions malignes des voies aériennes centrales. Donc, jusqu'à 30% des patients atteints de cancer pulmonaire souffrent d'une obstruction des voies aériennes, engendrant généralement, entraînant une détérioration de pronostic et de la qualité de vie. Donc, il y a 3 types, soit des lésions endobronchiques, c'est-à-dire des lésions endobronchiques typiques, c'est-à-dire des bourgeons pédiculés dans les branches, soit des lésions par compilation extrinsèque, type 2, soit un pattern mixte, c'est-à-dire des lésions endobronchiques et avec une compression extrinsèque, avec envahissement de la paroi bronchique. Donc, comme on voit ici, donc ça c'est une lésion endobronchique, ça c'est une lésion par compression extrinsèque, ça c'est une lésion endobronchique avec envahissement de la paroi bronchique. Généralement ici, la résection endobronchique, ça suffit pour soulager le patient, pour traiter le patient, mais après on discute avec les chirurgiens pour compléter un geste chirurgical. Ici, c'est par la mise en place des prothèses le traitement. Par contre, ici, c'est les deux. C'est la résection avec la mise en place des prothèses. Et tout dépend le cas. Donc, dans l'obstruction maligne des voies aériennes centrales, donc les voies aériennes centrales, c'est toujours la trachée, les branches souches, le tronc intermédiaire, jusqu'à le début des orifices lobaires inférieurs. Donc, les obstructions malignes des voies aériennes sont cliniquement significatives quand ils dépassent 50% de diamètre. Quand ils dépassent 50%, donc il y a un retentissement clinique, il y a surtout la dyspnée. Donc, la bronchoscopie interventionnelle est recommandée surtout dans les cas des obstructions, plus de 50% et des patients symptomatiques, surtout la dyspnée. Et aussi, il faut avoir un autre facteur, un autre paramètre, c'est-à-dire au-delà de l'obstruction, il y a un bon fonctionnement des branches, c'est-à-dire juste l'obstacle à ce niveau. Donc, pour dire que le geste est techniquement réussi, si on arrive à désobstruer la lumière plus de 50%. Il y a un algorithme proposé, donc obstruction centrale maligne, c'est un risque vital. Donc c'est un risque vital, c'est l'indication de la bronchoscopie rigide avec les différents instruments thérapeutiques. Si le risque vital il est bon, donc après un bilan d'extension loco-régionale, c'est-à-dire une TDN thoracique, un bilan d'extension scanner et tout, si la tumeur elle est résecable, le patient il est opérable. The best way c'est de traiter le malade par la chirurgie, c'est la chirurgie. Mais
si le patient il est non opérable ou la tumeur elle envahit les voies aériennes centrales, si le malade est symptomatique avec obstruction plus de 50%, c'est l'indication de l'endoscopie thérapeutique. Ça, c'est le premier cas de debulking qu'on a fait. C'est un patient âgé de 74 ans. Il était non-fumeur. Il a une saturation à 84% pour 15 litres d'oxygène. Donc, des biopsies faites, mais c'était non concluante. Donc, on a fait une intubation par le rigide. Et à travers le rigide et la bronchoscope thérapeutique, les différentes techniques thermiques, c'est-à-dire on a fait la résection de bourgeons. Et on a libéré le tronc intermédiaire ici, le tronc intermédiaire avec les orifices lobaires inférieurs. Et c'était un cas d'un carcinome neuroendocrine à grande cellule. Le patient il est sorti avec une saturation de 93% sur 2 litres d'oxygène. Le deuxième cas, c'est un patient âgé de 28 ans, dyspnéique, avec une dyspnée au moindre effort. Donc, il y a un bourgeon qui obstrue la bronche droite, obstrue presque 90% de la lumière de la bronche droite. Donc, avec le rigide, avec les différentes techniques, c'est-à-dire la thermocoag, et donc on a pu, c'est-à-dire réséquer. C'était un cas de tumeur carcinotypique. Le troisième cas, c'est un adénocarcinome, patient âgé de 62 ans. Il a une platypnée, c'est-à-dire une dyspnée en position assise. Donc, il a un bourgeon qui obstrue la bronche gauche. Donc, avec les différentes techniques, au début, on a trouvé des difficultés de trouver la lumière, le trajet. On a fait un guide fil pour localiser le trajet. Après, on a fait la résection. Et ça, c'est après le geste. Ça, c'est le tronc intermédiaire ici. Ça, c'est un carcinome adénoïde kystique de tiers inférieur de la trachée, aussi avec le rigide et avec la thermocoag. Aussi, ça, c'est un bourgeon qui obstrue la bronche gauche. La bronche gauche chez un patient âgé de 59 ans. Ce patient a été déjà, donc il a fait des bronchoscopies, mais il n'a pas bénéficié des biopsies. Ils l'ont adressé, il a une adénopathie médiastinale, sous-carinaire, ils l'ont adressé à la chirurgie thoracique pour médiastinoscopie. L'adénopathie d'Exeres, on n'a pas trouvé des cellules malignes, c'était une adénopathie inflammatoire. Ils m'ont orienté pour un geste diagnostique surtout, et on a pu réséquer plus de 50% de la lumière de la bronche gauche. Ça, c'est un cas de Batna, âgé de 64 ans, non-fumeur, qui présente une dyspnée d'effort depuis 2 mois. Donc, il y avait un bourgeon qui obstrue la quasi-totalité de la lumière trachéale. C'était la trachée haute, moins de 2 cm des cordes vocales. On a fait la résection. C'est-à-dire la résection par le rigide, et ça c'est la base d'implantation. La base d'implantation d'après l'anapathe n'était pas infiltrée, alhamdoulilah, c'était sain. Donc, comme c'est-à-dire le leiomyosarcome, c'est une tumeur rare et très agressive, il n'y a pas un consensus clair. Donc on a discuté au début soit la radiothérapie, soit la cryothérapie à la base de l'implantation, mais finalement on a opté vers la résection anastomose, et on a discuté le cas avec le professeur Gamez et la chirurgie thoracique de Mustapha. Le patient il est programmé pour cette semaine. On va assister même, c'est-à-dire au moment de geste, pour introduire le bronchoscope souple afin de visualiser la limite de la résection avec le chirurgien. Ça, c'est une patiente de Batna, âgée de 19 ans. Elle a une symptomatologie depuis 30 mois. Et depuis 30 mois, elle a fait 4 bronchoscopies, mais à aucun moment elle a bénéficié des biopsies bronchiques. Donc, elle a des crachats hémoptyliques. Donc, donc, elle a été récusée même par les chirurgiens thoraciques pour qu'elle soit opérée. Donc, on a reçu la patiente et on a réséqué le bourgeon avec le rigide et la thermocoag. La base d'implantation, elle n'était pas infiltrée. C'était une tumeur carcinoïde typique. Actuellement, les chirurgiens ils changent. Après, on a discuté dans l'RCP, donc pour une éventuelle sleeve resection. Conclusion, l'endoscopie interventionnelle a une place incontestable dans la panoplie des traitements des tumeurs trachéobronchiques. Elle n'est en aucun cas conquérante des autres techniques, mais bien complémentaire.
Donc, on travaille en collaboration au moment pour l'intérêt de patients avec les chirurgiens, avec les oncologues, avec les réanimateurs, avec les radiothérapeutes pour l'intérêt de patients. Et je vous remercie.